Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 38 d'Up and Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Après quelques temps sans épisode ou sans live quand même, on était assez occupés avec Constant, qui est en ligne avec moi bien sûr comme toujours. Comment ça va Constant ? Ça va, bonjour à tous. Oui, clin d'œil. Si vous avez suivi l'actualité du compte ces derniers temps, vous savez qu'il y a un petit truc en préparation qu'on ne vous dévoilera pas. Hein. Qu'on ne teasera pas du tout, il y a déjà eu pas mal d'indices qui ont Non, fuité mais... via différents comptes, on ne dira non, rien de plus. il n'y a pas d'indice. Il s'est passé quelque chose, mais les gens ne savent pas. Et les gens sont à mille lieues d'imaginer ce que c'est. Donc, on vous laisse faire vos petites Ah théories. oui. Et par contre, oui, ça, c'est ceux qui font des théories et des commentaires sous les tweets et tout. Je vous aime, les gars, vous êtes la meilleure commu du monde, c'est incroyable. Genre, On voit. ça m'a pris la soirée, je vous aime. Franchement, alors, ça n'est pas un indice puisque personne va retrouver. Il y a une personne que j'ai vue dans toutes les théories qui a eu bon. Ouais, mais alors, vu le nombre, de toute façon. Voilà, donc vous démerdez avec ça. Il y a une personne qui a eu bon. C'est tout. Ouais, ça change. Moi, je suis même pas sûr de l'avoir vu non plus, donc. Ah, si, tu l'as envoyé. Si, je l'ai envoyé. Donc, si, c'est vrai. démerdez-vous avec ça. Mais donc, il y a plein de choses, mais dans tous les cas, soyez patients, on sortira ça quand on pourra, quand. Voilà, on verra comment on peut faire ça et ce qu'on peut en Ça faire. ne dépend pas que de nous. Vous imaginez bien qu'un truc gros comme ça, il y a plein de trucs. Ouais, plein d'enjeux. On est de retour aujourd'hui avec un podcast assez classique au final pour cette période de l'année. On va en effet vous dire avec constance ce que l'on souhaite voir pour la fin de saison du côté d'OKC. Fin de saison qui sera vite là, qui approche à grands pas, puisque au moment où on enregistre, il reste 18 matchs à OKC. Bon, on y est. Hein. On y est. Concrètement, là, les 18, ils servent, c'est ce qu'on dira peut-être à rien, mais ça pas à grand-chose. Il reste 18 matchs avant qu'on parle draft, loterie, trade, etc. Vous savez, ça, c'est notre période maintenant favorite de l'année. Enfin, la plus dense de l'année. À mon avis, tu peux enlever le 18 matchs et il nous reste un live avant de parler draft, loterie et... Je pense que dès le prochain live, ça va nous poser des questions en disant vous avez vu le dernier match de Banchero ? Oui, on a vu le dernier match de Banchero. On va devoir se mettre au travail constant. Non, bah il y a la March Madness en plus qui approche. Là, c'est pile le moment pour commencer. Là, si vous voulez regarder des prospects et que vous voulez pas être biaisé par la March Madness, c'est pile le moment pour regarder. Donc moi, je commence à m'y intéresser. Effectivement, Banchero est intéressant. Mais il y a plein de joueurs intéressants dans cette draft et qui font que tu peux te démerder avec un joueur très bien, même si tu te retrouves 6ème à la loterie. on n'en dira pas plus. En attendant, on va parler quand même un petit peu de terrain, on va parler de choses peut-être individuelles, collectives que l'on attend de voir. Comme d'habitude, Constant, je vais te laisser commencer. Je sais que tu as un gros point à aborder. Il est évident. D'ailleurs. Ouais, bah, en fait, toi, t'as plein de petits points, visiblement. Moi, j'ai juste un gros point. C'est, faut que les gars reviennent, quoi. Au bout d'un moment, là, ça devient n'importe quoi. Parce qu'en termes de blessures, je pense que là, actuellement, peut-être avec Cleveland, on est l'équipe qui a le plus de blessures. C'est-à-dire que là, t'as Lou Dort qui est blessé, t'as Josh Giddey qui est blessé, t'as Kenrich Williams qui est blessé, t'as JRE qui est blessé, t'as Ty Jerome qui est blessé, j'en oublie un, Favors qui est blessé, Muscala qui est blessé. En gros, t'as, 4 titulaires sur 5 qui sont blessés, et 3 joueurs de ta rotation, dont quasiment ton 6ème homme. Ça commence à faire beaucoup. Autant cette saison, on a été plutôt bien, pas évité, mais j'ai pas le mot. On a été plutôt bien. Loti. On était vernis. On a été plutôt bien loti sur le début de saison par les blessures, même par le Covid où ça a été. Là, depuis 3 semaines, un mois, ça commence un peu à piquer. J'ai la stat d'ailleurs, j'ai la petite question pour toi, Pierre. Depuis le 1er janvier, combien de matchs chez Giddey et Dort ont joué ensemble ? 1er janvier ? Ouais. 3. Non, plus que ça, n'exagère pas quand même. En fait, dans ma tête, j'ai la blessure de Shea qui a quand même duré un petit peu. Oui. La Giddey, elle a loupé pas mal. Et Dort a quand même... C'était par intermittence, mais on a loupé un petit peu... j'abuse un peut-être... Allez, je vais te dire 6-7. 12. Sur... Okay. Sur combien ? Ouais, c'est ça. Alors, attends, plus que je me rends pas compte. 28 matchs. Ok, déjà je partais sur moins que 28 matchs, donc ça m'a pas aidé, mais effectivement ça fait moins de la moitié. Et encore si tu considères que le match contre l'Enix, qui est au 31 décembre, et que nous en France c'était le 1er janvier, on est à 12 sur 29. Ouais.
Donc ça fait pas beaucoup. Eh ben ça fait peu. Non, ça fait peu. Ça fait peu. Parce que en fait, on va se le dire, je pense que ce podcast-là serait sorti avant l'annonce de la blessure de Guidi. Le point numéro 1 de ça aurait été comment Shea et Guidi évoluent ensemble, je Non, pense. comment faire grimper Guidi dans le top 1 du Roy. Globalement, ça aurait été ça, je pense. Non, mais en fait, c'est saoulant. C'est encore la chance de Casey, c'est que t'as Guidi qui commence à faire péter tous les compteurs là avant le break. Ça commence à lui donner un petit peu de respect dans le classement du Roy. Le mec joue un match, il va se péter, il va pas jouer jusqu'à la fin de la saison. Et vous allez voir que dans le classement final du Roy, Jalen Green va se retrouver devant Josh Giddey, quoi. Déjà, il y en a deux, Non, mais alors il y en a deux trois qui c'est sont un venus scandale. pleurnicher déjà sur le fait que Jalen Green n'avait pas été rookie du mois de février à cause du bilan, hein, El Famoso bilan, alors que Josh Giddey avait tourné au même nombre de points que Jalen Green, mais par contre avait 4 rebonds de plus et 5 passes de plus de moyenne. Donc, Non, mais franchement, si ça arrive, que Guidi est derrière Green au classement rookie, mais c'est je sûr. je perds toute foi là, dans les gens. Genre, il y a un moment donné, c'est Mais tu n'as pas juste la déjà culture perdu de foi en l'instant. l'humanité. Ouais, j'ai encore un petit peu d'espoir Ah des non, fois, non, tu mais vois. non, ça faut arrêter. Mais non, mais en plus, Jalen Green, je l'avais dit en plus, c'est pas, je dis souvent des Il bêtises, est mais meilleur en voilà, plus. je l'avais dit, je crois au mois de janvier, j'avais dit, il faisait partie pour moi des favoris à un gros run en sortie de break. Ce qu'il est exactement en train de faire. Mais vous allez voir qu'il y a moyen qu'il se retrouve devant Josh Giddey au classement du Roy. Et il y a moyen aussi qu'il y a un mec du côté de Détroit qui se retrouve Rookie of the Year, parce qu'il a une certaine hype du côté des médias, alors que Evan Mobley, pour moi, est le plus Il est méritant. au-dessus. Mais bref, ouais, cette infirmerie là de blessures fait que je trouve la fin de saison moyennement, voire très peu utile parce que ça tourne à 9, parce que t'es obligé, tellement t'as des blessés, t'es obligé de tourner à 9. D'ailleurs, ton banc est tellement pauvre que le match contre les Wolves ont niqué ta série de plus de 200 matchs à 20 points ou plus du banc, qui était une série qui n'existe, enfin, que le Thunder avait fait, ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu une telle série. Ça montre à quel point ton banc, il n'y a plus grand chose. Et le problème, c'est que les joueurs qui se retrouvent, alors sans même parler du banc, parce que voilà, du Sarr, du Malédon, etc., c'est des joueurs, tu te demandes si ils auront du temps de jeu l'année prochaine. Ouais. Ton banc, c'est Malédon, Waters, Krejci, Sarr. Voilà. Donc quasi 4 gars qui... Il y a quoi? Il y a 2 two-way là-dedans? 2 toués, dont rookie d'ailleurs. Ouais. Malédon qui est sophomore. Non, 3 rookies d'ailleurs. 3 Bah, rookies, Krejci est sophomore, mais il a pas joué sa saison ouais, rookie. voilà, mais enfin... ouais, c'est chaud. Donc quoi. voilà, C'est et chaud. concernant les jeunes qui se retrouvent propulsés titulaires, alors il y en a qui sont bons. Je pense que tu vas parler d'un ailier fort serbe qui est plutôt intéressant depuis quelques matchs. Mais par contre, bon bah voilà, Treman, ça c'est peut-être un point que j'aurais pu soulever, mais Treman va peut-être falloir qu'il retrouve du basket à un moment. Et après tu te retrouves encore avec Roby titulaire, quoi. Donc bon, c'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est tellement la dèche que t'es obligé de refaire starter Roby. Donc ouais, moi... Qui est pas plus nul en plus, qui est même pas ridicule sur certains matchs. Ouais, enfin, dis donc, c'est bizarre, depuis que Roby est titulaire, le Thunder est genre dans le bottom 10 des défenses en NBA. C'est bizarre, dis donc, hein. C'est étonnant. Est-ce qu'il y aura un lien de cause à effet? Cause à effet. Ouais, je sais pas. Bah, on va en parler plus tard de ça aussi, je crois, d'ailleurs. Mais de ouais, mon en fait, côté. moi, j'aimerais vraiment que les titus reviennent, parce que là, en fait, s'ils reviennent pas, t'auras eu quoi? 35 matchs où t'auras eu ton trio Guidi chez Dort vraiment là? Parce que chez a loupé des matchs aussi en début de saison. Après, il y a eu le Covid, etc. Donc, ça pose pas des bases. En fait, tu ne sais pas. Cette saison aurait dû servir à savoir si, ou en tout cas, cette seconde partie de saison, ce post-break, aurait dû servir à savoir si ces trois-là pouvaient vraiment dominer ensemble. Et avec les absences de Guidi et de Dort, bah, j'ai l'impression que tu le sauras pas et que du coup, ça reporte la réponse au problème à l'année prochaine. Alors que l'année prochaine, moi, j'avais d'autres ambitions que de savoir si les trois peuvent marcher ensemble. Bon, après, ça c'est si t'as envie de savoir, parce que je pense qu'il y a déjà certains éléments de réponse quand même, t'as quand même... Non, mais t'as pas la Ouais, réponse. T'as pas la réponse, on était... avant que Guidi se blesse, t'étais à un stade où les gens commençaient de se dire, et même ça avait été discuté avec chez Daynault et Guidi, en mode...
Ok, Guidi, maintenant c'est le créateur, je sais, tu vas jouer un peu plus off-ball, tu vas avoir autant de tirs, mais tu auras plus de ballons off-ball. Là, le off-ball de Shea, sur les derniers matchs... Ah bah il est aussi existant que ma vie sociale, hein, globalement, donc c'est... Concrètement, il est pas trop existant, Non. quoi. Non, mais alors après, bon, on en parlera après, je pense, mais ça a l'air enfin, ça risque d'être un gros point, mais vu ce qu'il nous fait en ce moment, bon, ça va, il peut ne pas jouer off-ball. Il peut ne pas jouer off-ball. T'as cité presque tous mes points. Et ben On voilà. aura l'occasion de revenir sur pas mal de sujets. Bah, tu vois, suis t'en avais Akinator, aucun et en au fait, final, c'est, t'as deviné presque tous mes points. Bah, je vais commencer par... Déjà, j'avais ce point infirmerie. Et pour souligner ce que tu dis, c'est qu'en plus, tu t'aimerais que ça se vide, mais ça va être compliqué. Ouais. Ça va être compliqué parce qu'un Muscala, je pense qu'il reviendra pas. Voilà, Favors, je pense que blessé ou non, je suis pas sûr qu'il joue, concrètement. Mais moi, c'est pas ces gens-là que j'ai envie de revoir. Hein. Non, mais après, ceux en qui je te fais par ordre d'un peu d'espoir et que j'ai en tête. Tu vois, moi j'ai espoir un petit peu en Dort, Williams et peut-être Jérôme, qui pourront peut-être revenir et qui n'ont pas été annoncés. Tu vois, il n'y a pas eu une annonce de blessure de long terme, tu vois, sur ces Dort, joueurs-là. il est no timetable to return. Hein, donc, ouais. c'est Mais pas les bon deux signe, autres, ça, à un mois de la fin de la régulière. Non. JRE, par contre, ça devrait bientôt coïncider avec le fait d'être évalué. Et pour le coup, JRE t'aiderait bien dans la rotation actuelle, mine de rien. Mais est-ce qu'il va en faire revenir? Ça, c'est une autre question. Et alors pour Guidi, qui est bien sûr le joueur qu'on attend le plus, il est censé être réévalué dans un peu moins de 2 semaines maintenant, mais même problème, quoi. Est-ce que on va le faire revenir? Est-ce qu'on va être patient, un peu comme avec Shea l'année dernière aussi? C'est compliqué. Il est réévalué pour connaître la sévérité de la blessure. C'est même Ouais, pas réévalué ouais, pour rejouer. Hein. C'est un tu peu vois, la même douille que ce qu'ont pris les Clippers avec Paul George. Hein. Oui, il a été réévalué, mais ça veut pas dire qu'il est capable de revenir. Je vois ce que tu veux dire. Et moi, du coup, avec toutes ces blessures et ce roster, là, tu l'as très bien dit, qui est famélique en nombre et même en talent et en niveau, j'ai envie de te dire. J'ai envie de voir des step-up en attaque, t'as déjà cité quelques noms, mais des mecs qui profitent de cette situation pour prendre des responsabilités, avoir plus de tirs, se montrer un petit peu plus. J'ai 3 noms, tu l'as dit, Poku, bien sûr, Treman et Darius Bazley. Ça peut peut-être surprendre que j'ai Bazley ici, mais en fait, ça fait qu'il a trouvé son rôle, c'est très bien, il défend exceptionnellement bien, mais j'ai l'impression que des fois il est quand même très discret en attaque, et qu'il y a des matchs il prend pas tant de tirs. Ouais, mais des fois il prend pas tant de tirs que ça, tu vois. Alors il y a eu le match contre Utah hier, où pour le coup il a eu des tirs ouverts à 3 points parce que Gobert sort pas forcément, etc. Mais il y a des matchs où en fait il va pas forcer les tirs, etc. Il va pas se créer ses occasions, et au final on le voit très peu offensivement, alors que surtout maintenant, c'est genre quoi? C'est ta 3e option? Attends, je viens de voir la stat là. Le 5 majeur d'OKC s'est tenu à 3 points. Il est à 1 sur 19, 21, 26. Il est à 1 sur 26 à 3 points. On a rien mis, c'est le banc qui a mis des tirs. Non, mais ça a rien mis. On a 8 sur 40 de loin et le 5 majeur est à 1 sur 26 de loin. Bogdanovic en a mis plus que nous. Il a 11 sur 18 Bogdanovic. Voilà. Il a mis 3 points de plus que OKC. En en tentant 22 de moins. Voilà, mais ouais, c'est pas mal. Mais ouais, après, moi, le problème, c'est que les joueurs que tu cites, j'ai l'impression qu'ils ont leur tir, en fait. Ils ont les tirs que tu parles en attaque, ils les ont, mais qu'ils les rendent pas forcément. Base, je sais pas. Honnêtement, hein. Je pense que ça dépend des matchs. Alors, par contre, Man et beaucoup, ils ont les tirs. On en parlera peut-être ensuite, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout sur Bazley que je m'attendais à voir un mec plus agressif, un peu plus, qui prend plus les choses en main, tu vois. Ouais, après, est-ce que Bazley est un joueur qui a besoin ou qui doit avoir plus de ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire sa 12aine ou sa 13aine de shoot? Là, il doit être à 12 ou 13 tirs tentés, là, je pense, depuis sur les... Je suis même pas sûr. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est... Il est à 11 sur le match face à Utah. Ouais, ça c'est ce que je t'ai dit. Ah non, mais pas, non, je dis de la merde. Non. Il en tente 16 contre Indiana, mais sinon c'est 6 contre Sacramento, voilà. 7 contre Denver et 3 contre Minnesota. Mais Minnesota, il joue que 18 minutes, par contre. Ouais, mais tu vois, cette série-là, c'est pas possible. Tu peux pas prendre aussi peu de tirs. Ah ouais, je suis bien d'accord. Mais non, mais alors là, pour le coup, c'est moi qui avais une fausse impression. Mais oui, bah, je suis bien d'accord. Mais peut-être que là, avec le retour de Wiggins, parce qu'on a parlé de l'infirmerie, elle s'est vidée
avec Aaron Wiggins qui est revenu là pour le précédent match. Peut-être qu'avec tu vois là, il tente 11 tirs sur le dernier match parce que Wiggins revient dans le starting five. Et parce que c'est plus Roby. Parce qu'il joue 5. Et parce qu'il joue 5 et parce que... Voilà. Ouais. Est-ce que je pense que les tirs que devait prendre Bazley, c'est les tirs qu'a pris Roby au moment où Wiggins était blessé. Que là, avec Wiggins qui va être réinséré dans le starting five, peut-être que Bazley aura un peu plus de tirs et qu'il va en tenter un peu plus, vu qu'il sera plus au poste 5. Non, je suis d'accord. Après, pour Poku Eman, c'est à l'inverse. Poku, je pense que pour lui, il profite vraiment de la situation actuelle, du temps de jeu qu'il a maintenant. Là, il a même starté, etc. On voit des bonnes choses de Poku. On voit des moins bonnes choses aussi. On voit des moins bonnes choses. Hein. Il y a certains matchs où il est vraiment pas adroit. Alors, il y avait encore quelques erreurs, mais tu vois que c'est déjà bien mieux qu'au début de saison. J'ai quand même l'impression qu'il a pris un petit peu physiquement, je sais plus sur quel match j'en parlais que en live. Et ouais, ça devient un peu plus propre, tu vois qu'il y a des trucs que tu retrouves match après match, tu vois, ces paniers en trailer, un peu ces rebonds contre, où il relance ensuite, tu vois, il y a des situations que tu commences de voir plus régulièrement et qui sont intéressantes. Honnêtement, c'est encourageant ce qu'on voit là. On en a encore à de l'encourageant, c'est un peu dommage, mais c'est encourageant ce qu'on voit. Il est meilleur à la création. Oui. Il est meilleur à la création, qui était un point sur lequel j'étais extrêmement déçu, même depuis l'année dernière. Là, ces derniers temps, c'est un peu mieux. Alors, ça correspond aussi avec le fait que le Thunder collectivement joue mieux, même si on peut pondérer ça par un autre truc qui est les turnovers, qui est peut-être un point pour le coup que je voudrais souligner. Faut arrêter de perdre des ballons par cargaison entier. Non, Poku, oui, il est bon. Après, je t'ai peut-être court-circuité sur Man, mais Treman, ouais, là c'est compliqué. Hein. Ces derniers temps, c'est compliqué. Il met pas un tir. Défensivement, il souffre un peu, voire même beaucoup. Même ces petits flotteurs là qu'il arrivait à mettre à un moment, au moment où Shea était absent, où il était titulaire, là il les met plus. Les tirs ouverts ou les tirs dans le corner qui rentraient quasi systématiquement en début de saison, ça tombe plus dedans non plus. Là, pour le coup, on est sûrement dans le pire stretch de Treman depuis le début de saison. Malheureusement, ça arrive à un moment où c'est quasi le seul guard de dispo sur la rotation. Bah oui, c'est ça. Et en plus, c'est ton deuxième créateur. C'est-à-dire que quand Shea sort, c'est lui qui est là avec le banc, c'est lui qui a le ballon en main, c'est lui qui doit faire beaucoup de choses. Et il le fait pas efficacement depuis un petit moment maintenant. Alors t'as des super flashs, t'as des choses toujours très intéressantes avec Man. Honnêtement, même sur ses step back et tout, j'ai toujours l'impression que ça va rentrer, mais ça rentre quand même de moins en moins. Il perd pas confiance et tout, mais ouais, là il prend un petit mur et c'est un peu compliqué pour lui. Donc, moi j'avais ces trois-là que j'ai envie de voir prendre des responsabilités ou les assumer, j'ai envie de dire même pour Man, parce qu'il les prend, mais pour l'instant c'est pas très efficace. Mais pour moi ça va être important pour que la fin de saison reste quand même un minimum compétitive et agréable à vivre. Non, mais j'allais dire, agréable à suivre et tout. Il faut que t'aies quand même un peu d'aide pour Shea, honnêtement. Et je pense que ça peut passer par ces joueurs-là. Ouais, franchement, je sais pas. J'ai plus l'impression que la fin de saison, ça va être un peu Shea qui porte tout le monde sur ses épaules. Et allez-y, on va essayer de faire quelque chose, les gars. On va essayer de pas en prendre 25. Parce qu'en fait... Mais tu vois, même hier, tu te fais allumer à 3 points par Utah. Honnêtement, c'était un truc de ouf. Ouais, tu reviens à 9. Et tu reviens, tu t'accroches tout le match, mais à chaque fois, ils arrivent à mettre un tir. Enfin, un match comme hier, honnêtement, pour une équipe avec le roster qu'il y a et les joueurs qui jouent, c'est difficilement honnête, faire mieux. Ouais, non, franchement. Tu peux difficilement faire mieux. Enfin, si, tu peux si, tu peux faire mieux. Faut arrêter de shooter à 8 sur 40 à 3 points. Faut arrêter de tenter 40 tirs à 3 points. Alors oui, ils sont ouverts. Mais il y a un moment où quand t'es à 1 sur 26 à 3 points avec ton starting 5, bon, c'est peut-être pas la bonne soirée. En fait, le seul bon match, j'ai envie de dire, du Thunder, là, depuis la blessure de Giddey, bon, il y a la victoire contre Indiana, qui sort un peu de nulle part, là, en overtime en plus, mais c'est le match contre Denver. Et le match contre Denver, pourquoi tu fais un bon match? Parce que t'es à combien? 13 sur 24 à 3 points? Quelque chose dans le genre? T'es à plus de 50% de réussite à 3 points, c'est l'un des rares matchs où le Thunder a mis dedans efficacement. Ouais, c'est encore une fois ce problème de on est maladroit et à la seconde où on a un peu d'adresse, on devient une équipe intéressante quel que soit l'effectif.
mais ça arrive trop peu souvent malheureusement pour que ce soit le cas suffisamment régulièrement pour qu'on puisse le souligner. Alors après, un autre point moi qui pourrait être intéressant, mais pour le coup celui-là j'y crois pas du tout, c'est avec ces joueurs là que tu as cités, certains qui auront peut-être pas de temps de jeu l'année prochaine, des joueurs un peu sombres que tu t'attendais pas à peut-être avoir sur le terrain en début d'année, si on peut trouver au moins un qui peut être utile dans le futur ou que tu te dis bah lui pourquoi pas lui donner quelques minutes l'année prochaine, ça serait un petit bonus, tu vois. On a eu déjà Wiggins qui a été une bonne surprise sur le début de saison, qui est un peu moins bon là maintenant, donc il revient de blessure, ça semble plus compliqué. C'était Mais si déjà tu pas pouvais terrible. Ouais, ça commence. Ouais, mais sa première blessure, j'entends. Tu sais, la première à la cheville, après il se refait la cheville et il revient juste là. Ouais. Mais tu vois, si tu pouvais trouver quelques mecs, ou un ou deux mecs qui pourraient être intéressants ou avoir un profil différent, ça serait pas mal. Le problème, c'est que là, Krejci, Oh, il est je mauvais. crains. Ouais, en fait, je crains pas parce que je vois le truc, ça a l'air d'être un joueur intelligent, etc. Il est capable de mettre un ou deux tirs, mais il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets, je pense, ces joueurs-là. Et Pour moi, c'est un joueur encore trop. européen. Ouais, c'est encore trop brut, il y a encore trop de choses, ouais, c'est compliqué. Waters, c'est censé être un très bon shooter. Moi, j'ai une petite pièce sur Waters. Hein. Si t'as un mec qui Alors, doit sortir... ouais, je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que pour l'instant, quand il a joué, il mettait pas forcément les tirs, alors que c'est censé être un gros shooter. Ouais, mais il était à... j'ai checké là, il est à hier 33%, en préparant. là. Ouais, ça a augmenté parce que hier, il en a mis. Mais il était genre à 28 avant le match d'hier, mais un truc comme ça. après, il était à 1 sur 8, tu vois, sur le match contre les Wolves. Donc forcément, ça n'aide pas. Surtout quand t'as joué aussi peu de matchs. Mais je me dis que s'il y en a un qui peut sortir du lot de par son profil, ce serait peut-être lui. Oui, non, mais je suis d'accord parce que c'est quand même un profil qu'on n'a pas du tout. Je le pensais plus petit, moins physique que ça, mais tu vois, il y a eu une ou deux séquences défensives où, tu vois, il arrive à tenir, il est pas scandaleux. On a déjà vu des joueurs bien pires Anthony Moreau. cette saison. Même cette saison. Mais peut-être lui, effectivement, par contre, il va falloir que ça tombe dedans, les tirs, etc. Mais encore une fois, lui, t'as un rôle qui lui est plus ou moins défini dans le futur. Après, il y aura des chauvins là dans les auditeurs. Alors, ceux qui disent ça... Oh non. Pour l'instant, il n'y a pas assez de choses pour être un vrai backup pivot. Alors oui, il est capable de mettre des claquets de dunk, il est plutôt intelligent, il a un brin de tir, mais c'est encore beaucoup, il y a encore beaucoup de travail, quoi. Je pense qu'en Europe, il peut être très très intéressant. Ouais. Mais je pense qu'en Europe, lui, par contre, il peut être très intéressant. Vraiment. Et après, j'ai une question pour toi, Constant, du coup, dans ces surprises, et peut-être on peut ressortir. Est-ce que Robbie va... Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut mettre Robbie ou pas là-dedans? Ah non. Non, mais Robbie, il est bon, mais je l'ai déjà dit quand on a fait le Space il y a 2 semaines. Robbie, il se bat, tu peux pas dire le contraire, mais il se bat mal. Tu vois, c'est comme un boxeur. Tu vois, un boxeur, bon bah, tu vas pas lui dire qu'il se bat pas. Mais par contre, quand il se fait prendre un KO au bout de 30 secondes dans le premier round, c'est qu'il se bat mal, quoi. Donc Robbie, je peux pas lui dire, tu fais rien, t'es passif sur le parquet, parce que c'est pas vrai. Mais ce qu'il fait, c'est pas bien. Défensivement, il se donne, hein, il essaye de faire des trucs, mais tout ce qu'il fait défensivement tombe systématiquement à côté. Et en attaque, il y a des trucs intéressants, mais il y a des trucs qui sont pas terribles aussi. C'est peut-être en attaque où il est peut-être le plus utile actuellement. Il a fait quoi, 23-10, 23-11 face à Denver? J'ai plus la stat sous les yeux là, mais je crois qu'il a fait un 20-10 contre Nikola Jokic, ce qui n'a aucun sens. Nikola Jokic d'ailleurs ne devrait pas gagner le MVP juste pour ça. Non, 26 points, 26, 7, non, 5. Mais il fait son carrière high, il met des grands tirs à 3 points. Non, mais il fait vraiment un énorme match. Tu te dis, ah ouais, d'accord. Franchement, tu mets quelqu'un qui connaît pas la NBA, tu le mets devant ce match-là, il te dit, Robbie, mais c'est quoi? C'est genre. Ah, du coup, tu mets quelqu'un de Beansport? Non, pardon. Mais non, mais tu. Non, mais balle gratuite, mais balle perdue. Mais non, après, oui, bah c'est sûr, mais ça a été le cas pour Moses Brown aussi l'année dernière. Tu mettais quelqu'un qui regardait pas OKC de manière assidue comme nous, lui foutait des highlights de Moses Brown, le gars était en mode oh il est fort. Et puis là à Dallas, je pense qu'ils sont contents de pas le faire jouer, Moses Brown. Donc Robbie, je sais pas, en fait. Robbie actuellement c'est peut-être notre deuxième meilleur joueur. C'est ça le plus triste. Allez, il y a beaucoup. Sur certains matchs c'est le deuxième, hein, bah contre Denver typiquement. Contre Denver, oui c'est sûr. Mais après tout le monde mettait dedans contre Denver. Donc,
Mais ouais, le problème de Robbie, c'est que la draft qui s'annonce, c'est quand même une draft d'intérieur. Et quand tu vas récupérer tout le monde, quand tu vas retrouver un semblant de rotation normale avec Kenrich, avec Wiggins, avec JRE, avec Beasley, avec Poku, je pense plus des pics de draft, parce que je pense que tu vas drafter au moins un intérieur sur tes 2 voire 3 pics que tu vas avoir au premier tour. Ça va être difficile pour Robbie de se trouver une place, ou alors ce sera une vraie décision de Daigneault qui privilégiera Robbie au détriment de certains joueurs. Mais j'ai quand même du mal à le voir là où Waters a plus un spot, pour moi, a plus de chance, parce que la rotation à l'aile est encore très floue pour moi. Il y a encore de grosses incertitudes, ce qui fait, encore une fois, ça je l'ai répété toute l'année, mais défensivement c'est catastrophique la rotation à l'aile. Juste par le fait que Bogdanovic nous mette une sauce énorme, ça ne fait que confirmer encore une fois que pour défendre des ailiers, il n'y a personne actuellement. Encore plus qu'à l'intérieur, c'est encore plus compliqué. Donc je me dis, il a peut-être une place à gratter. Là, Mitchell a jamais été aussi bon que quand il n'y a pas eu Dort, honnêtement. C'est normal. Mais tu vois, Bogdanovic, ça a été compliqué. Quand un Kenrich aurait pu faire le taf, mais enfin, c'est pas une solution non plus ultime. Non, je suis d'accord avec toi que peut-être Waters aurait peut-être une petite pièce à jouer, effectivement. On a parlé un petit peu, j'enchaîne parce que toi t'as pas de points, mais tu confirmes un peu, tu appuies mes dires. On a parlé de Shea. Il y a quand même un point Shea à faire, parce que s'il y en a un qui est chaud, ouais. Là ça vient de sortir, il était même pas nominé dans les joueurs de la semaine, mais en même temps on fait que perdre, donc c'est compliqué. Il y a le bilan, hein. Depuis le All-Star Break, donc depuis qu'il est revenu, 33,3 points de moyenne, 6,7 passes, 6 rebonds à 56%, au tir, 36% à 3 points. Je pense qu'honnêtement, c'est la meilleure version de Shea qu'on a vue. Ah bah là, oui. Honnêtement. Le mec est en 33-7-6, il y a un moment... c'est indécent. Et ce qui est impressionnant, c'est que chaque soir, il fait tout. Il fait tout, et il trouve tout le temps des accès pour aller au cercle, pour mettre des drives faciles, même il arrive à trouver des paniers faciles, des lay-ups. Un point qu'on a beaucoup discuté, toi et moi, depuis le début de saison, c'était le mi-distance. Il en prend de plus en plus, j'ai l'impression, où il l'utilise mieux. Ça fait 2 ans que je le dis, bordel. Hein. Ouais, mais tu vois, là, il l'utilise beaucoup. Il l'utilise beaucoup plus. Et peut-être un peu moins de 3 points, un peu moins de step back et de side step. Ou bien utilisé, j'ai envie de dire. Plus efficient. Voilà. C'est vraiment fort. C'est vraiment très très fort dans une équipe où il n'y a rien autour. Il est défendu. Il n'y a que lui à défendre, honnêtement. Donc une chose que je veux quand même sur la fin de saison, c'est que je veux du show SGA tout le temps. Bon là, il y en a. Hein. Et je veux ce match à 50 points. Mets-moi 50 points dans un match. Ça n'arrivera pas. Il est capable, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, parce qu'à chaque fois, OKC est à moins 20 au début du 4e quart, donc ça n'arrivera pas. Il y a un moment où... Non, mais tu vois, le nombre de 3 points tentés, il n'y a pas un match depuis le moment où il est revenu, il n'y a pas un match où il en tente plus de 5, 3 points. Bah, Les Ismore, encore une fois, hein, c'est toujours le même problème. Hein. Shea a compris que tenter des 3 points pour tenter des 3 points, ça ne servait à rien. Par contre, si tu tentes des mi-distances et que tu es efficace à mi-distance, les mecs vont être obligés de sortir un minimum, ce qui va t'ouvrir encore plus les lignes de drive. Bah voilà, mais à partir de ce moment-là, il a tout compris. Alors encore une fois, point capillaire, le retour du bandeau fait énormément de bien. Le retour du bandeau pour Shea, depuis, voilà, le mec tourne à 33 points de moyenne. Il avait le bandeau l'année dernière, moi je dis qu'il y a toujours un lien de cause à effet. Mais plus sérieusement, non, il est très très fort. Là, ça commence à défendre à 2, voire à 3 sur lui. Il arrive quand même à trouver le moyen de driver. Il a réussi à trouver ce qu'il n'avait pas réussi à trouver sur ce début de saison, c'est quand j'ai 2 défenseurs sur moi, comment j'arrive à me dépatouiller malgré tout pour réussir à mettre un panier. Là oui, non, mais là il est très très fort, et puis comme en plus il fait de la création pour les autres, franchement, hein, il pourrait, là il a quoi, 6 passes de moyenne, il pourrait être à 8 ou 9 s'il avait c'est le même principe que Josh Giddey, il pourrait être à 8 ou 9 s'il avait des coéquipiers un peu plus adroits. Puis là t'as la meilleure version de Shea. Malheureusement elle arrive à un moment où il y a quand même personne à côté. Je veux dire, s'il faisait ça à côté de Dort ou de Giddey, je pense qu'il y aurait moyen qu'il fasse que ça fasse le spectacle et que ça fasse les gros titres. Là il fait ça alors que t'as Malédon qui est starter, enfin oui, Malédon je crois a starté d'ailleurs. Non, il y a toujours du Treman, mais bon,
Il est très très fort, mais il fait quand même ça un peu à la Devin Booker, à savoir dans un environnement où il n'y a personne, quoi. Non, je suis d'accord avec toi que en termes de reconnaissance et de médiatisation de ses stats, ça aide pas d'avoir une équipe qui perd autant et avec aussi peu de joueurs reconnus en fait. C'est un peu ça qui est triste et je suis d'accord avec toi. Que faire ça à un moment ouais, où ça faisait un peu plus parler en début de saison ou juste avant le break, enfin tu vois, où OKC tournait mieux aussi, ben, ça aurait été plus intéressant. Après, est-ce que ces stats-là, comme tu l'as dit, sont pas des stats vides, entre guillemets, où ça peut te faire gagner? Parce que Les là, il est stats... en train de se taper la réputation d'Evin Booker Oui, oui, oui. post-Monty Williams, hein. Après, Savoir un énorme scoreur qui sert à rien, enfin qui score dans le vide. Hein. Il stat dans le clutch, donc ça aide quand même. Voilà, Tu contre vois, Utah, elle a été mauvais hein, dans le clutch. Ouais, mais après, c'était pas un vrai clutch, t'étais encore loin, tu vois. Ouais, mais justement, s'il avait été meilleur, t'aurais Mais- peut-être eu moyen de transformer en clutch. Par contre, celui de Denver, il est bon. Oui, Indiana aussi, surtout. Ouais. Donc, à voir, mais moi, honnêtement, on attend ce match référence à 50. Il est capable de les mettre, mais est-ce qu'il les mettra? C'est dur de mettre 50 points. Je suis Ouais. d'accord avec toi, mais quand tu vois quand tu vois ce qu'il fait là, je me dis, il peut, sur un match où c'est un peu ouvert, où ça score beaucoup, où il est chaud. Ouais, je sais pas. Ouais, on oublie quand même trop souvent que mettre 50 points, c'est pas facile. Hein. Je crois que Kevin Garnett, par exemple, dans sa carrière, n'a jamais fait un match à 50 points. Là, forcément, tu vois que en l'espace de 24 heures, t'as LeBron qui en plante 56 à 162 ans, et t'as Jason Tatum qui en plante 54. Donc forcément, tu te dis, bon bah Ouais, les c'est mecs ça. plantent des Et mecs t'as à Morant avant qui en fait presque 2 d'affilée à 50. 56, voilà. Ouais. Mais est-ce que Nikola Jokic a un match à plus de 50 points? Je suis même pas sûr. Je suis même Après, pas c'est sûr. le même problème, Jokic, c'est qu'il prend souvent assez de tirs pour, ouais, tu vois. Là, il en met Bah, 42 46 hier 6 hier Ouais. Je sais pas, ouais. Ou en triple double, enfin Nicolas. Ouais, Ouais, mais il en met, je crois. Attends, voilà, c'est pas. Il en met 46 à 16 sur 22 au tir, ça fait 73%. Non, mais tu vois, 22 tirs en soi, tu peux mettre 30 points, c'est pas scandaleux. Lui, l'autre, il en met 40. Il fait un triple double, hein. Attends, il fait un triple double parce que c'est pas drôle sinon. Avec 3 interceptions et 4 contre. Enfin bref, Nikola Jokic. Mais non, mais après, ouais, c'est. Je sais pas. Je pense qu'il est capable de mettre 50 points, mais il faut mettre 50 points que sur des 2 points et des lancers quasiment, parce qu'il n'y a pas le truc à 3 points qui ferait vite monter le total de points. Je sais pas. Le moyen. Tu penses qu'il peut pas. C'est peut-être un match comme ça qu'il lui faut. Ou les step back free, il en met 3 d'affilée, tu vois, ou. Non, pour moi, s'il met un match à 50 points, c'est qu'il est intenable dans la peinture et qu'il a 20 lancers. Ouais. Je le vois mal faire des matchs genre à 7 sur 11 à 3 points, honnêtement. Je pense que là, il est en train de tendre vers quelque chose qui est plus proche du DeRozan que du Devin Booker, par exemple. Je suis d'accord avec toi. À voir. Mais c'était quand même un point, moi, que je voulais aborder. C'est parce qu'on est face à. Bah, on a notre contrat max, celui qui est annoncé comme notre franchise player, qui est en feu, qui est incandescent. Concrètement, on peut regarder jouer, c'est quand même. Sans te faire gagner des matchs, ça c'est bien ça quand même. Ouais, lui, il a tout compris actuellement pour le tanking chez, mais ça reste super beau à voir en plus. Enfin voilà, c'est un vrai plaisir à voir. Et c'est quand même un joueur. Alors, est-ce qu'on en est là, je sais pas, mais t'as envie de le revoir jouer quand même. T'as envie de te lever pour le voir. Non, je suis pas. Wow. Non. De plus en plus. Il est très joli à regarder jouer. Ouais. Mais je me lève pas la nuit. Tu vois, les joueurs qui me font lever la nuit, enfin, ou les joueurs qui font lever les gens la nuit, c'est pas ce type de joueur. Tu vois, malgré le fait qu'ils possèdent l'un des jeux les plus beaux peut-être de l'histoire, tu te lèves pas la nuit en disant je vais me lever pour regarder Kyrie Irving jouer. Tu te lèves pour regarder Steph Curry. Tu te lèves pour regarder potentiellement LeBron quand c'est en playoff. Mais tu te lèves pas en disant il est pas à ce niveau-là. C'est très joli. Non, hein, bien sûr. Mais pour moi, il te fait plaisir quand tu le regardes, quoi. Tu vois, oui, très joli. Mais il a pas ce facteur un peu fou, tu vois, que peut avoir Steph, qui te fait dire je me lève parce que si je dors, je peux louper une dinguerie. Mais par contre, quand tu regardes, c'est très joli. Pour moi, Shai est dans cette catégorie de Kyrie Irving, Paul George, des joueurs qui vraiment, balle en main, sont très très beaux à regarder, ils sont ultra fluides. Après, je suis obligé de défendre ma paroisse, mais celui qui m'a fait le plus lever, c'est Prime Russ. Là, tu savais que t'allais louper quelque chose si tu te levais pas aussi, tu vois, dans le type. En termes de beauté de jeu... Ah non, pas en beauté, par contre, c'était... en termes de beauté... Non, non. Moi aussi. Mais en termes de beauté de jeu, je trouve que ce que fait Shai, là, sur ces derniers matchs,
en termes de beauté de jeu, il y a que KD et la deuxième saison de PG à OKC qui peut potentiellement rivaliser avec ce niveau de beauté dans le jeu. C'est cette espèce de truc indescriptible, de smooth, tu vois, genre élégant, fluide, du Paul George. Paul George, on le décrit souvent comme ça, mais c'est ça en fait. T'as des joueurs comme ça qui sont attrayants à voir et qui ont un côté assez atypique et assez... C'est dur à décrire en fait, c'est assez dur à décrire, mais c'est assez beau à voir. Ouais, tu vois, les N1 un peu sortis de nulle part, les crosses un peu chaloupés et tout, tu vois. Ouais, non, j'aime bien. Il donne l'impression qu'il est tout le temps en mouvement en fait. Il est jamais complètement arrêté. À partir du moment où il a lancé son drive, t'as l'impression c'est fluide quoi, c'est tout. Il va au panier ultra fluide. Alors que tu vois, même pour en discuter des fois avec des gens qui suivent un peu moins et tout, il fait lent pour beaucoup, tu vois, il est dans des espèces de faux rythmes et tout, alors qu'il blow by, je pense, les 3/4 des mecs en NBA. C'est un faux lent. Hein. Ouais, complètement. C'est un faux lent. Pour moi, dans le jeu, il y a un peu du James Harden aussi. Dans ce côté faux lent, tu vois. Le mec, tu te dis, bon, je vais quand même être capable de réussir à le garder devant moi, et puis en fait, juste parce que le gars sait bien utiliser son corps et sait bien dribbler, bah il te met dans le vent. C'est bien lire aussi comment tu te places, tes appuis, je pense que ça c'est très sous-estimé. Après, je dis pas que les deux ont le même niveau de jeu, mais non, je dis bien que sûr. même dans le usage, tous les matchs, il a quasi 10 lancés là ces derniers temps. Puis là, il commence de prendre beaucoup de confiance. Quand tu vois qu'en interview, il dit chaque défense a un point faible, je dois le trouver lequel. Ouais, et genre limite, je le trouve chaque soir, entre guillemets, ce qu'il disait. Le melon là est bien gonflé. Là, le melon est bien gonflé. Mais non, bah après, il est très très bon. Il est très très bon actuellement. C'est le rayon de soleil d'OKC là depuis 4-5 matchs. C'est quand même dommage que il ait pas fait ça par exemple en début de saison, parce que s'il avait fait ça toute la saison, je pense qu'OKC serait bien plus haut qu'à la 14e place de la conférence Ouest. Mais c'est ce qu'on voulait, je sais pas. Pas cette année, mais fais-moi la même chose l'année prochaine. Oui, déjà, là pour le coup, tu vas commencer à me faire plaisir. Moi j'ai un dernier point quand même, et tu l'as un petit peu cité aussi, et je pense que celui-là ça va être un petit coup de gueule pour tous les deux. C'est la défense. Ah ouais. Défense que toi et moi, on a été dithyrambiques sur cette défense, sur ce qui a été mis en place, sur comment ça défendait, sur comment c'était collectif, ça a été souligné par beaucoup de gens. On était parmi les meilleures défenses de la ligue en termes de rating, alors qu'on est en année, je sais jamais, 1,5, 1 de reconstruction, 2... Bref, début de reconstruction. Ça dépend des gens. Moi je dirais qu'on est en 1,5. Ouais, j'aime bien le 1,5. Et là, depuis quelques temps, ça a disparu. Il n'y a plus rien. C'est horrible. Concrètement, moi, l'impression que j'en ai, la première que j'en ai, c'est qu'on subit beaucoup plus les choses qu'avant, où tu t'imposais beaucoup plus. À l'image d'un Dort qui impose beaucoup de choses, que ce soit sur les écrans, qui domine physiquement, etc. Là, on subit. Tu subis les écrans, t'es en retard quand tu t'as, typiquement. Tu subis plus au rebond, tu subis plus à l'intérieur, etc. Tu fais plus de fautes aussi. Fais plus de fautes. Bon, le gros point quand même à mettre à côté de ça, c'est les joueurs qui sont présents. Quand il te manque Robbie, quand il te manque du Dort, du Williams, etc., c'est quand même beaucoup plus dur. Ceux qui les remplacent sont pas des énormes défenseurs, loin de là. T'as pas de vrai pivot la plupart du temps, à part quand c'est Base, ça marche mieux d'ailleurs. Étonnant, dis donc. Ouais. C'est seul qui surnage un petit peu d'ailleurs. Tu vois, même chez qu'on disait du bien, là il a fait peut-être. Bon, vu comment il joue en attaque, il a peut-être moins de jus pour en mettre en défense, tu vois, mais. Même Treman. Ouais. Tu regardes sur les 5 derniers matchs, et tu regardes avant le break, c'est le jour et la nuit défensivement. Avant il se donnait, là il se donne autant que Philippe Croison. Quoi. Beaucoup par contre c'est plutôt intéressant. Avec des erreurs, etc. Mais c'est pas le plus scandaleux non plus ce côté-là du terrain. Mais juste pour chiffrer un peu ça, pour montrer aux gens qu'on dit pas que des bêtises quand même, depuis le All-Star Break, on est 25e défense à 117.8 sur 100 possessions, du coup on prend 120, presque 118 points. Utah d'ailleurs est derrière nous, c'est scandaleux, c'est ouf. Les Warriors sont pas loin, les Bulls sont pas loin, mais avant...
concrètement, on était top 10. On était 8ème, je crois, à un moment. Ouais, on devait s'approcher des 112, 111, si je me trompe Je pas. crois qu'on était même à 110 à un moment. Ouais, donc il y a clairement un changement après ce break, et voilà, avec toutes ces blessures-là. Bon, ça fait comme l'année dernière. Hein. L'année dernière, c'est le même scénario. Hein. T'étais une défense correcte en première partie de saison, et puis post-break, bon, alors ça valait au moment de la blessure de Shea, mais c'est pareil, ta défense, dès que le break est fini, ta défense, ça y est, elle est partie, il n'y a plus personne. Mais ouais, mais du coup, ça, c'était le point positif presque toute la saison, même dans des passages moroses, notamment offensivement, où où c'était pas beau, où ça mettait rien. Il y avait cette défense, et là, on a plus ça. On l'a plus. J'allais dire, il y a moins de repères collectifs, mais les mecs ont moins de 10 matchs NBA pour la plupart. J'exagère un peu, mais globalement, c'est ça. Voilà, tu regardes Malédon, il est pas loin des 80. Non, oui, j'exagère, je parle pour Krejci et Waters et Sarr, mais... ah bah, t'as 3 rookies, hein. Ah, Malédon, combien de matchs NBA pour Malédon? Ouais, peut-être 80. Hein, bah, l'année dernière, c'est lui qui a joué le plus de matchs pour OKC. Donc, ouais, beaucoup doivent s'en approcher aussi. Man en a 60. Malédon, il est à 102, il a dépassé les 100 matchs NBA. Ouais, hein. D'accord. Je pense qu'il en a même plus que Poku. Hein. Poku en a 93, ce qui est déjà pas mal. Et après, tu regardes, même Roby, je pense qu'il a plus de matchs que Roby. Ouais, Roby en a que 91. Roby, oui, c'est sûr, plus que Roby. Poku a plus de matchs que Roby. L'année dernière. Ouais, parce que Roby jouait pas tout le temps et tout, donc... Non, mais globalement, t'as moins de repères collectifs avec ces joueurs-là, ils sont pas là depuis le début de saison, certains, t'as quand même moins d'expérience, t'as 0 vétéran. Là, pour le coup, on en avait toujours un ou deux, là, il y en a 0, c'est chez le plus vieux. Ah, probablement. Après, Waiter, ça fait toute la fac, alors est-ce qu'il est plus vieux? Non, je sais pas. Non, mais globalement, voilà, il y a une vraie problématique de ce côté-là du terrain, et ça frustre pour faire les lives, etc. Ça frustre pas mal de gens. Si Waiters est plus vieux. Ouais, tu vois, Waiters a 24 ans et Shea a 23 ans. Est-ce que Wiggins est plus vieux que Shea? Je crois pas. Ça doit jouer à quelques... Il est plus vieux que Dort, c'est sûr, parce qu'on avait regardé la dernière fois. Attends, je tape Wiggins, il me met Andrew. Non, je veux Aaron. Non, Wiggins c'est plus jeune que Shea, il y a genre 6 mois d'écart. Wiggins c'est de janvier 99, Shea de juin 98. Donc non, il y a une vraie problématique, et ce qui empêche d'ailleurs de rester dans certains matchs, Minnesota, où tu te fais défoncer. Globalement, contre on se fait toujours défoncer d'ailleurs. Mais c'est le même match. Et en plus, c'était déjà moi qui l'avais LT celui-là. C'est le même match. Tu prends 75 points à la mi-temps et contre Minnesota, tu n'as pas de réponse. Ce qui est le cas depuis quasi 10 ans, j'ai l'impression. Contre Minnesota, tu n'as aucune réponse défensivement et t'en prends 70 à la mi-temps en te défendant pas, en laissant les mecs prendre feu de loin. Et du coup, en seconde mi-temps, tu réponds même pas en fait, c'est juste t'en prends 137 quoi. Et c'est pas normal, très honnêtement, même si OKC a une infirmerie qui est extrêmement pleine, c'est quand même pas normal que quand tu marques 60 points dans une mi-temps, tu sois à moins 17 quoi. C'est pas normal. Et c'est déjà assez rare les mi-temps où on met 60 points. Et évite d'en prendre 80 quand ça arrive. Si t'es à moins 17, ouais, non, mais c'est même improbable en fait, parce que d'habitude, quand on en met 60, c'est qu'on a eu des contre-attaques, c'est qu'on a mis dedans, c'est que tu vois. Ou on est dans le troisième quart-temps. Ouais, voilà. Concrètement, ça arrive très peu. Et effectivement, là, t'as souligné un autre point problématique, c'est contre Minnesota, par exemple, tu lâches. Là où contre Utah, tu essaies de te resolidariser. Et tu t'essaies de revenir dans le match, tu te bats un petit peu, t'as quelques contre-attaques, tu gagnes des ballons, tu fais enfin quelques stops, tu reviens, même si c'est pas le comeback est pas complété, tu reviens dans le match, mais c'est pas les perfs comme contre Minnesota où tu perds ton identité défensive complètement, j'ai du mal. Pour le coup, ce match-là, tu vois, il y en a beaucoup où je dis ouais, je m'en fous un peu. Lui, j'ai eu un peu plus de mal parce que tu te fais vraiment ouvrir en deux, quoi. Ah ouais, non mais et puis il y a même pas de résistance. Hein. Le premier quart est bien. Premier carton est bien. Par contre, après, tu te fais ouvrir. Quoi. Mais match contre Sacramento, il pique aussi. Hein. T'en prends 131. Ouais. À domicile. Hein. T'en prends 131 contre Sacramento. Tu prends un 24-6 de Trey Lyles.
Bon, bah, c'est pas normal, ça. Ça, c'est... Non, ça, non, t'as pas d'autres trucs à rajouter. Là, non, t'as tout dit, tu 24-6 prends de un 24-6 Trelize. de Trelize. Bon, il y a un moment Ah, où... mais on est les experts pour ça, pour prendre des grands double-double de mecs Ah, improbables et les tout. intérieurs, ouais, ah, ça, on a une grande tradition. Mais après, ça arrive à plein d'équipes aussi, j'ai l'impression. Parce que t'as plein d'équipes qui ont leur petit trauma. Nous, ça a quand même été JJ Barea pendant un sacré paquet de temps. Et Patty Mills aussi, les deux. Barea nous défonçait tous les matchs. Patty Mills aussi, faut pas l'oublier. Ouais. Quand même. Et la Marcus Aldridge. Il y a eu du Wiggins aussi, quand même. Wiggins, souvent. oui. Mais Wiggins, c'était plus dans le clutch, j'ai l'impression. Mais la Marcus Aldridge nous a mis des races, quoi. C'est incroyable. Ah oui. Le mec, il nous a mis 56 points une fois avec que des jumpers à mi-distance. Que des mid-range. Que des mid-range. Plus. C'est fou. Mais non, mais après, il y a un autre truc aussi qu'on peut souligner. Faut arrêter de perdre autant de ballons. Parce que tu vois, on parlait de Shea. Pour le coup, son péché mignon, c'est quand même de perdre 7 ballons par match. Alors oui, il fait tout, mais il perd trop de ballons quand même. Ça, faut le souligner. Je crois qu'il il tourne à 6 passes, mais il doit être à genre 5 turnovers par match. Ouais, un peu plus de 5. Et d'ailleurs, hier, il en perd 0 contre Utah. C'est une perf assez intéressante. On perd mais peu je suis de ballons d'accord avec... contre Utah hier soir. Je suis assez d'accord avec toi qu'il y a ce péché mignon de perte de balles, notamment de Shea. La problématique, c'est que vu le jeu offensif actuellement, vu les difficultés à la création, vu les joueurs, encore une fois, qui sont là, c'est dur. C'est dur, quoi. Ce qui est problématique, par contre, c'est... T'as certaines pertes de balles qui sont problématiques, où tu fais des passes complètement de travers, où tu fais des trucs qui existent pas trop, enfin, tu vois, des trucs assez saugrenus, tu vois. Là, quand c'est Shea qui perd la balle parce qu'il drive, qu'il se fait bien défendre et tout, bon, ok. Mais des passes qui partent en tribune, c'est un peu plus problématique, et t'en as quand même parfois. Oui, il y en a même beaucoup. Non, mais après t'as quelques pertes de balles qui sont, entre guillemets, intéressantes parce que t'essayes de créer quelque chose collectivement. Et comme t'es mauvais, t'arrives pas à le faire. Ouais, voilà. Ouais, ça, je suis là. Voilà, tu t'exprimes bien mieux ce que je voulais dire que moi. Vas-y, continue. Bah voilà. Non, mais c'est juste, en fait, effectivement, t'as des pertes de balles un peu bêtes. Effectivement, t'as des pertes de balles parce que Shea peut pas non plus réussir tous ses drives. Donc, il y a des moments où il va se faire avoir et où il va perdre la balle. Mais de temps en temps, tu sens que OKC essaye de mettre un truc collectif en place. Et que comme les joueurs sont soit pas habitués ou n'ont pas le niveau, ça finit en une perte de balles. Et du coup, ça donne un truc un peu dégueulasse. Mais l'intention est bonne. C'est un peu comme Robbie aussi. L'intention est bonne, mais l'exécution est ratée. Mais ça, pour le coup, c'est des trucs qui peuvent être intéressants. C'est des trucs qui peuvent te former. Justement, c'est des trucs que tu peux tenter maintenant et qui pourront former les joueurs pour l'année prochaine. Parce qu'ils sauront le faire l'année prochaine parce que justement ils ont été formés durant cette période. Ça oui, c'est des trucs intéressants. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quand même majoritaire dans nos pertes de balles. J'ai plus l'impression que nos pertes de balles, c'est quand même des trucs assez bêtes que tu peux éviter assez facilement. En parlant de structure un peu, tu vois, tu parlais de l'année prochaine et tout, est-ce qu'on a encore autant cette même structure qu'au début de saison? Tu sais, c'est end-off tout le temps, ce jeu soi-disant positionless, etc., avec plus de créateurs, j'ai l'impression qu'on l'a fait un peu évoluer vu le manque de personnel aussi, tu vois. Alors quand il y a Shea, c'est beaucoup centralisé autour de lui, effectivement, mais il y a plus de différence avec avant. Je trouve que le jeu est un petit peu différent de ce qu'on voyait en début de saison, pour le coup. On voyait plus de variations petit à petit, mais là, faudrait que je regarderai un peu plus précisément au prochain match si mon sentiment est confirmé, mais j'ai l'impression les choses ont évolué avec tous les absents, tu vois. Oh, je sais, c'est à partir du moment de la blessure de Shea, je pense, que ça t'as commencé à voir. Peut-être même un poil avant, un petit peu avant. Mais là, c'est que c'est flagrant, comme il te manque plein de gens et tout, j'ai l'impression. Ouais, tout à fait. Mais pour moi, c'était déjà flagrant à partir du moment où Guidi a un peu take-over, au moment où Shea s'est blessé. Et au moment où Dort s'est blessé aussi. C'est quand même... En fait, ce qu'on mettait au crédit de l'absence de Shea, entre guillemets, est plus quelque chose qui arrive... Enfin, qui s'inscrit dans l'attaque du Thunder, quel que soit l'effectif et quel que soit le roster. C'est peut-être un changement de mentalité. Alors, moi, je trouve pas révolutionnaire ce changement d'attaque. Parce que ça reste quand même beaucoup de drive et beaucoup de 3 points, enfin tu ressors beaucoup pour des shooters à 3 points, mais malgré tout, oui, bah comme tu l'as dit, Shea tente un peu plus de mid-range. Quand Josh Giddey va revenir, s'il revient, ton mid-range va encore plus augmenter parce que Josh Giddey est performant et aime bien en tenter. Kenrich aime bien tenter des mid-range aussi, donc oui, ça c'est un truc que t'auras un peu plus d'alternance offensive que juste drive and kick.
mais c'est pas une révolution en soi. Par contre, c'est un axe sur lequel Mark Daigneault, je pense, à un moment, s'est remis en question. Il s'est dit, bon, est-ce que je peux trouver autre chose en attaque pour que ça fonctionne mieux? Ça, je pense que ça vient aussi de lui. On peut dire ce qu'on veut de Mark Daigneault, ça vient aussi de lui. Je pense qu'il y a des petites adaptations. Non, ouais, je pense qu'il y a des adaptations. Tu vois, c'est quelque chose que pour le coup, c'est quelque chose que je vais peut-être regarder sur la fin de saison, auquel j'ai pas pensé et je viens de penser. C'est comment on trouve des solutions, comment on s'adapte offensivement, que ce soit les joueurs ou, comme tu l'as dit, via le coaching. Tu vois, qui joue le rôle de poseur d'écran, qui a la balle en main, quelles situations sont créées. Tu vois, il y a eu beaucoup poseur d'écran un peu plus qu'avant, par exemple. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut regarder quand même sur ces petits tips offensifs qui pourront être intéressants dans le futur quand même. Ouais, bon, après, et puis éviter d'avoir 35. Là, on commence à bien les collectionner, hein, les 5 majeurs différents. Je sais pas combien on en est cette saison, mais. Ah, je l'ai vu passer l'autre fois, je sais plus, mais ça fait moi, beaucoup. J'ai pas vu. Là, ça commence à faire pas mal, hein, franchement. Ouais. En termes de bricolage, là, on doit être pas mal. Hein, ça commence à. Ouais, puis du coup, bon, bah voilà, c'est terrible, mais on a cassé la série du vent, quoi. C'est. Une série all-time. Série que de personne parle, mais qui était. En fait, quand tu vois la stat, elle est incroyable. C'est incroyable cette attends, stat. il y a plus de 200 matchs où ton banc met 20 points ou plus. Quoi. Attends, 200 matchs, ça veut dire le début c'était saison Chris Paul? Non, Paul George. Je crois qu'il compte pas les playoffs. Ah ouais. Donc c'est en gros, depuis l'arrivée de Chris Paul, ton banc a mis 20 points ou plus à tous les matchs. Et ça s'est arrêté au match contre les Wolves. Super. Déjà avant t'avais Schroeder, il en mettait 20 tout seul. Tu vois, je réfléchis à qui a sur le banc qui scorait tant que ça. L'année dernière, enfin. L'année dernière, il y avait des blowouts à chaque fois, donc. Ouais, du coup le banc scorait. Ton banc il sortait en milieu de troisième quart, donc forcément ça mettait 20 points, mais. Non, mais tu regardes, t'avais Schroeder qui mettait 20 points, et puis l'année dernière, t'avais du Hamidou Diallo quand il était là. Malédon scorait un peu, Muscala mettait sa quasi dizaine de points. Muscala, ouais, c'est vrai déjà, ouais. Ouais, et puis à un moment, on a eu Bazley en sortie de banc aussi, qui quand même faisait du taf. Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser pour la fin de saison, mais ça dépend aussi de l'infirmerie. Bazley, est-ce qu'il, ça y est, il est de retour en tant que starter, ou c'est juste il fait les remplaçants de luxe parce que tout le monde est blessé? Alors, faudrait checker quand il a été remis starter. Est-ce que c'était une blessure? Est-ce que c'était un choix? J'ai un doute. C'est pas au moment où t'as. Il y a Wiggins qui se pète, peut-être, non? Ouais. Il y a pas Dort qui se pète aussi? Ouais. Et. Enfin. Je sais pas. Alors, je t'avoue que. Il y avait un moment, quand il était remis dans le 5, il était pas bon, et en fait, il était bon qu'en sortie de banc, tu vois. Là, en vrai, on voit que c'est moins le cas, qu'il a trouvé comment être bon, il a trouvé son jeu défensivement, voilà. Ça me choque moins de le mettre titulaire sur la fin de saison. Il repasse situé au moment où J.R. se pète. Ouais, ok. Et au moment où Wiggins s'est blessé aussi, et où il partage le poste 5 avec Diakité. C'était obligatoire, quoi. Est-ce qu'il le sera l'année prochaine titulaire? Ça dépend de qui on draft après aussi, tu vois, je pense surtout. C'est dur à dire, Disons que je suis moins frileux de le remettre titulaire maintenant, de ce qu'il a montré, il est régulier quand même et tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pas oublier, ça, qu'il avait fait un petit passage sur le banc pour se remettre d'aplomb et que. Bon, ça a marché. Ça a marché, mais du coup, je me pose la. En fait, c'est. Bon, il faudrait peut-être décider à un moment de quel est le rôle de Bazley. Parce que là, du coup, on pensait qu'il allait plus partir dans un mec qui sort du banc. Là, il redevient starter. Il y a un moment où faut trancher pour moi. Faut trancher. Mais si tu tranches, tu reviens pas sur ta décision 3 matchs plus tard. Si tu le gardes au poste 4, enfin si tu le gardes titulaire au poste 4 ou au poste 5, garde-le titulaire. Si tu le mets en sortie de banc, je veux bien qu'il soit. C'est arrivé, hein, franchement. Hein, je parle pas de Bazley ou forcément de Casey, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des équipes où il y ait, malgré le fait qu'il y ait énormément d'absents, ton joueur en sortie de banc reste en sortie de banc. Il passe pas titulaire. Schroeder, c'est arrivé un paquet de fois. Hein. C'est clair. C'est bien d'ailleurs pour ça que Lou Dort start. Hein. Ouais, exactement. Non, oui, c'est que notamment ton six-man reste ton six-man, ça arrivait sur beaucoup d'équipes et en termes de stabilité d'effectifs et de rotation, c'est important, je pense. Pour certains, pour d'autres moins, mais pour certains. Non, mais c'est intéressant, ouais, tu vois, on a trouvé d'autres petits points à aborder et effectivement, Bazley peut en être un sur son futur rôle.
Est-ce que tu vois d'autres éléments à ajouter ou est-ce qu'on conclut là, Constant? Ce sera un épisode un peu plus light, histoire de se remettre d'aplomb, de se réchauffer un petit peu. Oui, avant les grosses échéances à venir. Avant les grosses, c'est vrai. Nos playoffs à nous. Nos playoffs à nous, la loterie. La loterie et le play-in des Clippers, voilà. Les Clippers qui sont d'ailleurs particulièrement chiants. Incroyable. Ah, ils sont forts, hein, mais par contre, en fait, les Clippers, c'est un peu comme nous à une certaine époque. Ils s'adaptent au niveau de leur adversaire. C'est-à-dire que quand ils affrontent une grosse équipe, genre les Warriors, ils sont très forts. Par contre, quand ils affrontent les Knicks, ils perdent de 15. Ça, c'est la logique des Clippers. Mais non, non. On va essayer de le dire quand même à la commu. Même si là, bon, c'est pas joli à regarder. Profitons quand même des 18 matchs de saison régulière qui restent, parce qu'après il y aura plus de Thunder jusqu'à fin octobre. Non, ouais, il y aura plus de matchs jusqu'à fin octobre. Hein, donc, ça va être long après. Ah bah quand tu vas pas en playoff, effectivement, tu restes 6 mois et demi sans jouer quasiment. Donc c'est sûr que tu trouves le temps. En fait, tu passes plus de temps à ne pas jouer qu'à jouer, c'est pour dire. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc bon, même si c'est pas terrible, profitons quand même de ces derniers matchs, ne serait-ce que pour voir Shea continuer à tourner en 35-7-6. Tu fais une super conclusion, donc abonnez-vous partout sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur Twitch pour louper aucun live, aucune nouvelle sortie. Voilà, on prévoit des gros trucs, on va se mettre dans le mode intersaison très bientôt du coup, mais on va quand même profiter des derniers matchs comme tu l'as très bien dit. Donc on se retrouve très vite. De la March Madness, on va faire des LT, ouais. Peut-être pas quand même. Donc on se retrouve très vite. Salut à tous et bonne nuit NBA quand même. Salut. Salut.